Bonjour et bienvenue à ce module. Il s'agit du troisième module de formation dans le cadre de la préparation à la certification Huawei en Data Communications. Le module est intitulé Huawei VRP Basics. C'est donc le module consacré à une introduction à la plateforme des équipements Huawei qui est appelée VRP. Nous allons passer directement à l'introduction. The Versatile Routing Platform, VRP, is a universal operating system platform for Huawei data communication products. Donc, VRP est une plateforme de système d'exploitation universelle pour les équipements ou bien les produits de communication de données, entendez par là les produits réseau de Huawei. It is based on IP and adopts a component-based architecture. Donc, cette architecture est basée sur le protocole IP et adopte une architecture orientée composants. Nous verrons les détails dans le module. It provides rich features and functions, including application-based tailorable and extensible functions, greatly improving the running efficiency of the devices that use this operating system. Donc, la plateforme fournit des caractéristiques et des fonctions riches, y compris des fonctions extensibles et personnalisables au niveau applicatif, ce qui améliore fortement le rendement ou bien l'efficacité de fonctionnement des équipements qui sont basés sur ce système d'exploitation. Pour pouvoir gérer efficacement ou bien manager efficacement de tels appareils, vous devez vous familiariser avec VRP et la configuration basée sur VRP. This course describes the basic concepts, common commands, and the command line interface of the VRP. Donc, le présent module décrit les concepts de base, les commandes usuelles et la ligne de commande de la plateforme VRP. Nous avançons en prenant rapidement les objectifs. Upon completion of this course, you will be able to, donc après avoir terminé ce module, vous devez être capable de comprendre les fondamentaux de VRP, apprendre comment utiliser la ligne de commande de cette plateforme et maîtriser les commandes de base de cette ligne de commande. Le premier titre, c'est d'abord un aperçu de la plateforme. Alors, comme nous avons dit, c'est une plateforme universelle, une plateforme d'uniformisation. Uniformisation en ce sens que des équipements de nature différente, comme les routeurs, les firewalls, les commutateurs vont reposer sur une même plateforme. Et nous voyons ici les différentes technologies qui reposent sur cette plateforme. Il y a la commutation, c'est-à-dire les commutateurs VRP, on a des commutateurs VRP, on a des routeurs VRP, et on a des équipements de sécurité sur la plateforme VRP, tout comme des équipements de réseau sans fil. VRP is a universal OS platform for Huawei Data Communications Products. C'est ce que nous avons vu et ce qui est illustré donc ici. Vous voyez donc des fonctions différentes représentées par des équipements différents qui reposent sur la même plateforme. It serves as the software core engine of Huawei full series of routers from low-end to core ones, Ethernet switches, service gateways, and so on.
C'est une explication de ce que nous avons dit. Cette plateforme, c'est comme moteur logiciel central ou bien noyau de la série d'équipements Huawei. Ici, les routeurs, on dit du plus petit, euh, euh, nous appelons habituellement les routeurs bas de gamme aux routeurs de backbone, routeurs du noyau du réseau, ou les commutateurs Ethernet essentiellement. C'est la technologie Ethernet qui est représentée ici, et d'autres équipements tels que les passerelles et autres. VRP provides the following functions, donc quelques fonctions fournies par VRP. Provides a unified user interface and a unified management interface. La plateforme donc offre une interface utilisateur unifiée et une interface de management unifiée aussi. C'est-à-dire, quand nous sommes au niveau des routeurs, nous avons la même interface utilisateur que lorsque nous avons des commutateurs. Et c'est la même chose pour le management. Implements the functions of the control plane and defines the interface specifications of the forwarding plane. Lorsque nous décrivons habituellement le fonctionnement des équipements, nous disons comment les routeurs ou bien les commutateurs relaient les paquets. Nous sommes dans le plan de forwarding ou bien le plan de communication. Derrière, il y a le plan de contrôle, c'est-à-dire c'est un concept architectural. On regroupe là toutes les fonctions nécessaires à faire fonctionner l'équipement. Donc, la plateforme implémente aussi bien les fonctions de surveillance de l'équipement que les fonctions donc de forwarding, c'est-à-dire de communication, de transport des données utilisateurs. Implements communication between the device forwarding plane and the VRP control plane. Naturellement, donc, il y a échange entre les deux plans, le plan de contrôle et le plan de forwarding ou bien de communication pour le fonctionnement de l'équipement dont la plateforme permet bien cela. Regardons le développement de la plateforme VRP, comment elle a vu le jour et comment elle a évolué. Nous pouvons retenir ici la date indiquée, c'est l'année 1998, c'est le début donc, de cette plateforme. Alors, nous allons appeler ceci VRP1, VRP, nous pouvons appeler cela génération. Oui, je crois que ça tient bien ici. Il n'y a pas un mot explicitement mentionné par Huawei là. Nous allons appeler cela génération ou version. Parlons donc de la version 1. Qu'est-ce qu'il a caractérisé? Un design centralisé, applicable aux équipements bas de gamme jusqu'à une taille moyenne. Là, c'est en termes de performance. Et c'est même mentionné ici explicitement. Donc, la première génération contenait uniquement des équipements de faible performance, en fait de basse performance. Ça veut dire que il n'y a pas eu d'équipement pour attaquer, par exemple, le backbone au niveau de la première génération qui a duré de 1998 à 2001. Après la version 2 ou bien la deuxième génération, et vous avez la flèche qui dit partie pour passer de la première génération à la deuxième, on est passé du design centralisé à un design distribué. C'est mentionné dans la flèche chaque fois. Hein, l'évolution, quel a été le trait caractéristique de l'évolution lors du passage d'une version à l'autre. Donc ici, c'était le passage de
du design centralisé à un design distribué. Et cette version a duré à peu près de 1999 à 2000. Ne soyez pas étonnés parce que qui est chevauchement entre les périodes étonnées parce que il n'y a jamais de frontière exacte entre les versions. Il y a toujours une période de cohabitation pour les générations ou bien des versions de produits tels que nous voyons ici. Après la version 2, on est passé à la version 3. Qu'est-ce qui marque ce passage, le trait caractéristique? Euh, Passer de design distribué à une plateforme distribuée supporter différentes caractéristiques. Donc, on peut dire la plateforme a connu une extension, ou oui, une extension de caractéristiques, c'est toujours comme cela. Elle a été étoffée en termes de fonctionnalités offertes par les équipements. Et la troisième génération introduit les routeurs de backbone, les routeurs de dorsal, core routers. Oui, à la troisième génération, l'équipementier a déjà suffisamment d'expérience d'abord technologique et du marché pour pouvoir attaquer un domaine sensible comme celui, ou bien un segment, c'est un segment sensible comme celui des routeurs de dorsal. De la troisième version ou de génération à la cinquième, oui, nous ne voyons pas de quatrième ici, ça veut dire qu'il y a eu un grand bond technologique, de cette sorte qu'on pourrait calculer ou bien caractériser ce passage comme étant celui de deux générations. Et quand il y a un sort comme ceci, ça veut dire peut-être que cette génération était vraiment en cours de développement ou bien même qu'elle a introduit, mais elle n'a pas connu de succès. OK. Qu'est-ce qui arrive avec la version 5? Le design orienté composant, tel que nous avons lu déjà dans l'introduction. L'applicabilité à différents produits Huawei. Nous avons dit une plateforme universelle dont ceci indique que c'est dans la première version que l'uniformisation a été très poussée. Et cette cinquième génération est caractérisée par les produits qui atteignent une performance élevée. Et nous passons à la version 8, la toute dernière. Et je voudrais vous faire remarquer ici, nous avons ici la période 2004 à aujourd'hui et là 2009 à aujourd'hui. Donc, vous apprenez par là que les deux versions sont encore sur le marché. Les deux générations sont encore sur le marché. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de rupture brusque lorsque l'on passe d'une génération à l'autre. La version 8 apporte des équipements qui connaissent le multiprocessing, toujours le design orienté composant, donc une sorte de consolidation de ce design que nous avons déjà à la version 5 et le support pour des équipements multiprocesseurs et multi-châssis. Multiprocesseur, je crois que c'est évident, et multi-châssis, c'est-à-dire que vous avez des équipements qui peuvent se retrouver, un même routeur qui est donc, dont les composants se trouvent dans plusieurs châssis, comme ce que vous voyez là.
C'est ça que l'on voit avec les routeurs de base. Bon, vous voyez souvent de grandes armoires. Vous pouvez penser que chaque armoire, c'est beaucoup d'équipements différents, alors que c'est en fait des composants qui font ensemble un seul système de haute performance. La fibre optique est généralement utilisée pour interconnecter ce genre d'équipement multi-châssis. Nous allons aborder un autre titre, le système de fichiers des équipements Huawei. Le système de fichiers gère les fichiers et les répertoires sur les médias de sauvegarde. Oui, comme ce que nous connaissons de l'ordinateur et des autres équipements. Quand on travaille avec des équipements réseau, on a des données qu'il faut entrer via des fichiers et des données qu'il faut sortir de l'équipement aussi via des fichiers. Donc, je dis encore, le système de fichiers gère les fichiers et les répertoires sur les médias de sauvegarde, permettant aux utilisateurs de voir, créer, renommer et effacer des répertoires et copier, déplacer, renommer et effacer des fichiers. Donc, presque toutes les commandes ou bien les actions que nous avons l'habitude de faire autour de l'ordinateur universel. C'est une bonne chose que nous ayons ces possibilités aussi au niveau des équipements spécialisés que sont les équipements réseau. Maîtriser les fonctionnements de base du système de fichiers est crucial pour les ingénieurs réseau qui doivent manager efficacement les fichiers de configuration et les fichiers système VRP des équipements. Je dis donc, maîtriser les fonctionnements ou bien les opérations de base du système de fichiers est crucial pour les ingénieurs réseau qui doivent gérer efficacement les fichiers de configuration et les fichiers système VRP des différents équipements. Nous avons ici maintenant les différents types de fichiers, les types de fichiers communs que l'on rencontre en collaboration ou bien en rapport avec les équipements Huawei. Nous avons d'abord les logiciels système. C'est quoi? Qu'est-ce qui constitue les logiciels système dans ce cadre? The system software is a must for a device startup and operation, providing support, management, and services for a device. Donc, le logiciel système est obligatoire et incontournable pour le démarrage et le fonctionnement de l'équipement. Incontournable pour le démarrage, l'amorçage et le fonctionnement de l'équipement. Il fournit le support, le management et les services pour l'appareil. L'extension de fichiers contenant du logiciel système, l'extension habituelle, c'est .cc. Voilà pour les logiciels de système. Nous avons ensuite les fichiers de configuration. Nous regardons ici. A configuration file stores configuration commands, enabling a device to start with the configurations in the file. Donc, c'est pour conserver les fichiers de configuration, permet de conserver les données de configuration au-delà de l'arrêt de la machine, même après une mise sous tension voulue ou bien accidentelle, j'allais dire une mise hors tension accidentelle ou voulue de l'équipement. Donc, nous avons ici la possibilité
pour un équipement de charger ses données de configuration d'un fichier lors de son amorçage. Il y a plusieurs extensions pour les fichiers de configuration. Il y a .cfg qui vient de configuration, il y a zip et il y a date. Ensuite, nous avons les fichiers patch. A patch is a kind of software compatible with the system software. It is used to fix bugs in system software. Donc, un patch, c'est un ajout, généralement. Un patch, c'est un ajout que l'on insère dans un logiciel existant. Dans ce cas précis, il s'agit d'un ajout au logiciel système. L'ajout, généralement, pour corriger des bugs dans le logiciel existant. L'extension utilisée pour les fichiers patch, c'est pat, ici. Et le dernier type de fichier usuel, sont les fichiers PAF, Product Adapter File. Je crois que c'est ça, Product Adapter File. Un fichier PAF contrôle effectivement les caractéristiques et les ressources du produit, c'est-à-dire de l'équipement. Contrôle efficacement les propriétés et les ressources de l'équipement. L'extension usuelle, c'est bin ou bien ban, qui vient de binary. Nous avons dit le système de fichiers stocke les différents types de fichiers sur des médias de sauvegarde. Et là, il y a aussi plusieurs types de médias de sauvegarde. Nous avons le SD-RAM, les mémoires flash, les NVRAM, les cartes SD et les mémoires USB. En fait, USB n'est pas un type de mémoire, mais c'est tout simplement dit donc des mémoires qui vont être connectées par le port USB. Commençons peut-être ici. Les mémoires SD-RAM dans les équipements Huawei. SD-RAM is Synchronous Dynamic Random Access Memory, c'est ça la signification. Synchronous Dynamic Random Access Memory, which is equivalent to the computer's main memory. Donc, la mémoire SD-RAM, c'est l'équivalent de la RAM, la mémoire principale de l'ordinateur. Je crois qu'avec ce parallèle, c'est clair, la position de la mémoire SD-RAM dans les équipements Huawei. Elle, pour cette mémoire SD-RAM, sauvegarde les informations et les paramètres de fonctionnement du système. Non, les paramètres et les informations de fonctionnement du système se trouvent dans la mémoire principale, qui est ici la mémoire SD-RAM. Nous avons ensuite la mémoire flash. C'est une mémoire non volatile et permet d'éviter les pertes de données en cas de mise hors tension de l'équipement. Ou bien on peut dire autrement, permet de conserver les données même après que l'équipement soit éteint. It is used to store system software, configuration files, and so on. Donc, presque tous les fichiers dont nous parlions, à savoir d'abord les logiciels système, les fichiers de configuration et les autres. Batch files and path files are uploaded by maintenance personnel and generally stored in the flash memory or SD card.
Donc, les fichiers patch et files sont généralement récupérés de mémoire flash par le personnel de maintenance et enregistrés sur des mémoires flash et sur des cartes SD. Nous passons maintenant à la mémoire NVRAM. NVRAM is non-volatile random memory. It is used to store log buffer files. Logs will be written into the flash memory after the timer expires or the buffer is full. Donc, nous pouvons dire que c'est la mémoire tampon. C'est la mémoire tampon dans laquelle les logs sont enregistrés pendant que le système fonctionne. Les logs sont collectés et atterrissent d'abord dans la mémoire NVRAM et ces logs passent de la mémoire NVRAM à la mémoire flash, soit après un time-out, c'est-à-dire que lorsque une certaine durée, un peu lorsque vous éditez un document dans Word, vous avez la possibilité de configurer une durée après laquelle le logiciel procède à une sauvegarde automatique. Donc ici, on peut configurer une durée après laquelle les logs sont sauvegardés, copiés, donc de la mémoire NVRAM à la mémoire flash. Une autre raison pour laquelle les données passent de là à la mémoire flash, c'est lorsque le tampon est plein. Il faudra faire de la place pour les autres logs qui vont être collectés par la suite. Et nous passons aux cartes SD. The SD card can avoid data loss. Data in the case of power off, c'est ce que nous savons, non, c'est aussi une mémoire non volatile. The SD card has a large storage capacity and is generally installed on a main control board. Donc, la non-volatilité, ça existe déjà pour la mémoire flash, par exemple. La caractéristique principale ici, c'est la grande capacité qu'offrent les cartes SD telles que nous pouvons apprendre ici. It is used to store system files, configuration files, log files, and so on. Retenons donc la raison d'être, c'est la grande capacité et la non-volatilité. Donc, avec ces caractéristiques, la carte SD accompagne bien les autres mémoires que nous avons citées précédemment. The USB is considered an interface. Comme je disais tout à l'heure, en réalité, ce n'est pas une technologie de mémoire comme nous avons vu pour les autres. It is used to connect a large capacity storage medium for device upgrade and data transmission. Donc, c'est en fait l'interface, le port de connexion de médias de sauvegarde peut-être de capacité plus élevée à l'équipement réseau. Par exemple, pour upgrader ou bien pour, on dit upgrader plus généralement, donc le logiciel système est directement copié à l'intérieur de la machine ou bien de l'équipement à l'usine. Donc, lorsque l'on veut rentrer de logiciel à l'intérieur de l'équipement, on a donc le port USB. Passons au processus d'initialisation de l'équipement.
After a device is powered on, it runs the boot ROM software to initialize the hardware and display hardware parameters. Donc, une fois que l'équipement est mis en marche, c'est-à-dire mis sous tension, il exécute le logiciel, c'est-à-dire le code gravé dans sa mémoire ROM, c'est ça le terme, pour initialiser le matériel et afficher les paramètres de ce dernier. C'est un peu comme le BIOS ou l'ordinateur. Then it runs the system software and reads the configuration file from the default storage path to perform initialization. Après avoir initialisé le matériel, dans cette initialisation, il y a notamment la vérification de l'état, savoir si les différents composants sont opérationnels. Ensuite, donc, l'équipement va exécuter le logiciel système et lit les fichiers de configuration pour avoir les données de configuration. Si pour un routeur, vous avez déjà configuré les adresses IP et autres, donc si on a déjà effectué une configuration, elle aura été sauvegardée dans un fichier de configuration et on indique un chemin pour accéder à ce fichier de configuration. Donc, il exécute le logiciel système et lit le fichier de configuration pour son initialisation. Nous voyons ici arriver au niveau du chargement du fichier de configuration. Now, boot from flash. Donc, nous voyons un fichier de configuration dont le nom est là, avec l'extension CC, comme nous avons dit tout à l'heure, et qui se trouve sur la mémoire flash. Le management des équipements. Il existe deux interfaces de configuration et de management des équipements réseau Huawei. Il y a la ligne de commande et l'interface web. To use a device management mode, you must first log into a device through a login mode supported by this device management mode. To use a device management mode, you must first log in a device through a login mode supported by this device management mode. Nous continuons. J'ai été un peu déconcentré par les appels là. OK. Je disais qu'il y a donc deux interfaces de management de réseau de Huawei, à savoir l'interface de ligne de commande et l'interface web. Regardons d'abord l'interface web. The web system provides a graphical user interface for easy device management and maintenance. This method, however, can be used to manage and maintain only some, not all device functions. Donc, l'interface web a l'avantage d'être graphique, comme vous savez. Et en tant qu'interface graphique, permet de la facilité de configurer aisément les équipements, mais seulement toutes les fonctions ne sont pas généralement disponibles, toutes les fonctions de configuration ou bien de maintenance ne sont pas généralement disponibles via l'interface web. Et la plupart, ou bien ce n'est pas tous les équipements même qui vont supporter cette interface web. The web system supports the HTTP and HTTP logging mode. Donc, vous pouvez vous connecter en HTTP
ou bien en HTTP, c'est-à-dire en mode sécurisé via l'interface web. La ligne de commande, c'est l'interface d'administration des équipements réseau par excellence. C'est l'interface où vous avez accès à toutes les possibilités de configuration. The CLI requires users to use commands provided by a device to manage and maintain the device. Donc, comme son nom l'indique, ici, on utilise les commandes. À l'interface graphique, on clique. Parfois, il faut juste cocher. Mais ici, nous devons saisir les commandes, c'est-à-dire qu'il faut connaître d'abord les commandes, la syntaxe de leur utilisation, et ainsi de suite. This mode implements refined device management but requires users to be familiar with the commands. Et comme je disais tout à l'heure, il faut être habitué aux commandes, donc il faut que les commandes soient familières à la personne qui passe par ce mode pour configurer les appareils. C'est ça l'inconvénient, en fait, l'effort nécessaire. Mais seulement ici, vous avez accès à toutes les possibilités de configuration de l'appareil, comme nous disions. The CLI supports the console port, Telnet and SSH logging modes. Il s'agit là donc des différentes possibilités de connexion à l'appareil par le port console. Là, lorsqu'on peut se connecter directement à l'appareil, c'est-à-dire via un câble physique, ou bien lorsqu'on doit se connecter à distance à l'appareil. Nous passons à l'interface utilisateur de VRP, de vérifier que c'est bien la page suivante que nous avons là. When a user logs into a device through the CLI supported mode, the system allocates a user interface to manage and monitor the current session between the user terminal and the device. Donc, quand un utilisateur se logue sur un équipement en passant par le mode CLI ou bien l'interface de ligne de commande, le système alloue à cet utilisateur dans une interface qui va permettre de manager et de surveiller la session ainsi ouverte entre l'équipement utilisé par l'utilisateur pour se connecter, ce que nous appelons ici le terminal de l'utilisateur, et l'équipement auquel il s'est ainsi connecté, le switch ou bien le routeur. Such a user interface can be a console user interface or a virtual type user interface. Donc, l'interface ainsi associée peut être soit une interface console, réalisée donc par le système, ou bien une interface VTY, qui est bien l'abréviation pour Virtual Type Terminal, de la vieille époque des terminaux et des ordinateurs centraux. Regardons d'abord l'interface utilisateur console. A console user interface is used to manage and monitor users who log into a device through the console port. Ça, c'est clair. C'est en fait ces interfaces dont nous parlons ici, ce sont des interfaces
chic, si je peux appeler ainsi pour bien comprendre. Ce que vous voyez à votre équipement sur l'utilisateur, sur le terminal utilisateur, oui, user terminal. Donc, c'est quand l'utilisateur se connecte par le port console, c'est-à-dire avec un câble physique directement à l'équipement, que le système alloue ce type d'interface. The serial port of a user terminal can be directly connected to the console port of a device for a local access. Donc, c'est un rappel de la façon dont on se connecte directement à l'équipement via le port console. C'est encore illustré quelque part là. The VTY user interface is used to manage and monitor users who log into a device by means of a VTI, ou même pas dire pour la connexion à distance à l'équipement. Donc, connexion à travers le réseau. L'utilisateur ici utilise un moyen où il n'est pas directement connecté, c'est-à-dire physiquement, son équipement n'est pas directement connecté à l'équipement réseau à configurer. After a Telnet or S-Telnet connection is established between a user terminal and a device, a VTY channel is established to implement remote access to the device. Donc, comme nous disions déjà, c'est les interfaces VTY, c'est pour les connexions à distance. Nous regardons maintenant les niveaux d'utilisateurs, le niveau de privilège, pour être précis, les niveaux de privilège d'utilisateurs lorsqu'on se logue sur un équipement de la plateforme VRP. The VRP provides basic permission control functions. It defines the levels of commands that each level of users can execute to restrict the operations of users at different levels. Alors, je crois que c'est évident. Les utilisateurs, ici, les personnes techniques qui vont donc se connecter aux équipements ne doivent pas avoir, ne peuvent pas avoir les mêmes droits, c'est-à-dire les mêmes permissions. Il y en a qui vont pouvoir faire plus que d'autres. Donc, ceci se définit grâce au niveau de privilège sur la plateforme VIP. Regardons ici, il y a le niveau utilisateur et le niveau commande. Il faut bien combiner les deux. Nous voyons que le niveau utilisateur va de 0 à 15, ça veut donc dire en fait 16 niveaux. Niveau numéroté de 0 à 15 donc. Et maintenant, le niveau utilisateur est caractérisé par le niveau, c'est en fait les permissions ici, le niveau de commande. Qu'est-ce qu'un utilisateur de niveau 0 peut faire? Qu'est-ce qu'un utilisateur de niveau de privilège 2 peut faire? Ainsi de suite. Donc, le niveau le plus bas, c'est donc 0. Là, il ne peut exécuter que les commandes de niveau 0. Comment est-ce qu'on appelle ce niveau? C'est le niveau visiteur. Le visiteur n'est pas autorisé à faire grand-chose. Donc, vous vous connectez en tant que au niveau visiteur. Qu'est-ce qui est disponible? La description ici. Network diagnosis commands such as ping and trace route commands for accessing external devices from the local device, such as telnet client commands and some display commands. Voilà donc tout ce qui est disponible à ce niveau.
Donc, les commandes de diagnostic réseau, telles que les deux commandes classiques ping et trace route, les commandes pour accéder aux appareils externes à partir de l'appareil sur lequel on s'est logué, par exemple le client Telnet, et quelques commandes d'affichage. Le niveau 1, il faut constater que le niveau englobe toujours le niveau précédent au niveau de la commande. Donc, c'est le niveau de monitoring, le niveau de surveillance. Ici, à ce niveau, l'utilisateur, l'administrateur ou bien le technicien a accès aux commandes de maintenance système, y compris quelques commandes d'affichage. Naturellement, nous disons en plus des commandes du niveau inférieur. Le niveau 2, c'est le niveau de configuration. Niveau de configuration. Il peut donc exécuter les commandes de niveau 0, 1 et 2. Alors, en plus de ce que nous avons au niveau 1 et 2, ici, il y a des commandes de configuration de service, y compris les commandes de configuration du routage et du protocole IP pour fournir directement aux utilisateurs des services réseau. Donc, voilà ce que les commandes supplémentaires de fournir à ce niveau peuvent vous permettre à l'administrateur de faire. Et les niveaux de 3 à 15, niveaux utilisateurs, peuvent exécuter les commandes du niveau 0, 1, 2 et 3. Non, on appelle ce niveau, c'est le plus élevé, le niveau de management. Donc, l'administrateur avec ce niveau peut exécuter tout ce qu'il y a pratiquement comme commande pour l'équipement. Donc, commands for controlling basic system operations and providing support for services, including the file system. Donc, peut gérer aussi les systèmes de fichiers, la copie, la suppression, création de dossiers. Oui. FTP, TFTP download, user management and command level, as well as debugging commands and diagnostic. Donc, on veut dire tout simplement tout ce qu'il y a comme commande disponible sur l'équipement.